toutes et à tous. Bon, il fait chaud, on est en fin de journée, on va essayer de... En plus, on est en retard, donc on va essayer de faire assez vite. Donc, vous présenter un projet qui, en termes de temporalité, n'est pas terminé. En fait, on est un peu sur la fin. En fait, on est en mode de livraison du livrable, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce projet. Je vais me présenter et je laisserai Delphine Tissot le faire pour elle-même. Donc, moi, je suis David Pucheux, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et une bonne partie de mes recherches porte autour de l'industrie, des industries culturelles et créatives en général et de l'industrie musicale en particulier, avec une emphase un peu sur la question des data, de la numérisation des biens culturels. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'indépendance, voilà. Et par ailleurs, donc je ne travaille pas sur l'indépendance par hasard, c'est aussi parce que je suis un acteur des musiques actuelles, parce que j'ai fondé un label de production phonographique il y a presque 20 ans, qui fait aussi de la production de spectacles. Et voilà, donc on parlait de chercheurs embarqués, alors c'est peut-être pas le terme, là, c'est plutôt de la recherche participative, parce qu'effectivement, je fais de la recherche, je m'intéresse à des acteurs dont je fais finalement un peu partie. Voilà. Je te laisse te présenter peut-être, et puis présenter le programme après. Moi, je suis Delphine Tissot, je suis la directrice de l'Inconnu, qui est une SMAC, donc scène de musique actuelle à Talence. Je suis par ailleurs, du coup, je vais vous donner mes mandats. Je suis coprésidente du RIM, le réseau des indépendants de la musique, et présidente de Confer, qui est une coopérative de formation. Juste pour vous dire, donc je présente déjà... Tu peux commencer le programme. Sur le territoire bordelais, on est 4 scènes de musique actuelle. Il y a le Rocher de Palmer, la Rock School Barbet, le Krakatoa et l'Inconnu. Et on est réunis au sein d'une association qui s'appelle la MIX, la mission de coopération des SMAC, qui nous invite à coopérer ensemble. Donc, d'où le titre que vous voyez ici. Donc, comme Delphine vient de le spécifier, en fait, à Bordeaux, dans l'agglomération, on a 4 SMAC. En fait, c'est un dispositif unique en France. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a une SMAC par département. Donc, pour des questions plus ou moins historiques, on va dire, qui sont liées à une dynamique territoriale des musiques actuelles ici même. Si la MIX, en l'occurrence, donc les 4 directeurs de SMAC sont venus à notre rencontre à UBX, c'est parce qu'ils avaient la volonté justement de montrer, en quelque sorte d'ailleurs visuellement, au sens propre du terme, à la fois leur complémentarité, leur poids. Alors c'est vrai que les SMAC, il y a le mot musique actuelle dans le terme, et par exemple, c'est la première réflexion qu'a fait Jessica, elle a dit alors on a parlé de AC, on va parler de SMAC, mais en fait les SMAC font aussi de l'EAC, évidemment. Ça fait partie de leurs prérogatives, je ne te critique pas. Ça fait partie de leurs prérogatives dans leur cahier des charges. C'est pas uniquement des salles de diffusion, c'est vrai que pour bien des gens, ce sont des salles de diffusion. Donc là, l'enjeu, c'est de montrer aussi à la fois la dynamique territoriale d'une SMAC et a fortiori la force et la dynamique territoriale de ces 4 SMAC réunis autour d'un projet commun. Donc, par rapport à d'autres projets, j'allais dire, c'est pas un programme de recherche théorique profond avec un diagnostic. L'enjeu, c'était plutôt très pragmatiquement d'utiliser des données, de les compiler. C'est un travail de data, en fait, pas mal. Notamment, je le dis là dans la dernière partie du slide, notamment parce que toutes les SMAC qui adhèrent à la FEDELIMA, donc qui est la Fédération des lieux de musique actuelle, sont tenues de faire remonter en fait une base de données qui s'appelle GIMIC dans le cadre de l'Observatoire participatif et partagé de la FEDELIMA. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que les 4 SMAC produisent les mêmes données en fait. Donc l'enjeu c'était de les compiler. Donc la méthodologie, je l'ai exposée ici. En gros, on a utilisé 3 sources de données, donc 7 bases de données GIMIC. On a fait une photographie évidemment d'une année, on ne peut pas travailler là comme ça sur le long terme, donc on a fait une photographie de 2023. Et on s'est appuyé sur les rapports d'activité de chacune des SMAC, qui sont publiés annuellement. On a extrait des données quanti, des données quali, et on a également mené parallèlement, alors ça c'est intéressant, c'est peut-être un retour d'expérience que Delphine pourrait faire, des focus groups, ce qui n'était pas finalement du tout dans la commande. C'est aussi ça qui est intéressant, je pense, dans le cadre, on parlait tout à l'heure de co-construction, etc. En fait, très vite, évidemment, la commande, c'est pas une injonction, quoi, c'est un prétexte. Ça va être toujours l'objet d'une discussion, d'une redéfinition ensemble, et finalement, je pense, en tout cas de mon point de vue, que les focus groups ont eu un intérêt assez fort, en tout cas de nous en termes d'intelligibilité, et même eux, j'allais dire, en termes
d'intelligibilité de leur propre démarchage. Donc voilà, je vous montrerai après les livrables très pragmatiques en quelque sorte sur lesquels on travaille, mais peut-être je laisse Delphine vous présenter un petit peu, j'allais dire, l'essence de Scaling SMAC. Alors les SMAC, elles ont été créées à peu près dans les années 90-2000, plutôt 2000 même. Et ça fait suite à la création de Young Music dans les années 70 et 80, où la scène rock a commencé à vraiment être très présente dans les lieux, et notamment au départ dans les cafés musique. Donc à la suite de ça, il y a eu une reconnaissance à la fois de l'État, des collectivités territoriales, et il y a une première circulaire qui est sortie le 18 août 1998 et qui a institué ce label de scène de musique actuelle et qui va affirmer l'intervention de la puissance publique en faveur de la diversité artistique et culturelle, ainsi que du soutien à l'émergence, au renouvellement des formes, dans le respect de l'équité territoriale. Alors, je vous dis ça, et c'est vraiment pas par hasard. Les SMAC, elles ont une vraie mission publique, à la fois sur la création, sur le soutien à l'émergence. Évidemment, on fait de la diffusion, mais on accompagne aussi beaucoup les acteurs des musiques actuelles, que sont les musiciens, les techniciens, mais aussi tous les professionnels qui travaillent autour de la musique. Et on soutient également la pratique amateur. On fait également de l'EAC, de la médiation, voilà, à la fois de la crèche jusqu'aux EHPAD, et on travaille également avec le milieu carcéral, le milieu hospitalier, enfin voilà. En 2025, on est 96 structures labellisées scènes de musique actuelle sur le territoire français et extramarin. Et il y en existe 14 en Nouvelle-Aquitaine, dont 4 en métropole bordelaise. Donc voilà, c'est notre spécificité. Et du coup, on est dans une mission de coopération. Et je voudrais juste faire une petite aparté du coup sur la coopération. En fait, l'idée de la coopération, c'est d'être co-auteur d'une œuvre commune. Et en fait, les 4 SMAC, jusqu'ici, elles sont quand même dans des entités individuelles. Et du coup, on doit faire œuvre commune. Cette œuvre commune, elle nécessite, en tout cas, elle naît et elle s'entretient entre des personnes, et notamment des directions et des équipes salariées. Et elle va nécessiter à la fois de l'énergie et du temps, et elle va devoir s'alimenter au fur et à mesure de nos projets et de nos existences. Cette étude, pour nous, elle est très importante parce que c'est le socle d'une nouvelle coopération. C'est-à-dire qu'au niveau des SMAC de Nouvelle-Aquitaine, en tout cas les 4, elles ont été fondées par des directions dans les années 90, même avant, 80. Pour la mienne, elle a été fondée en 85. Donc, avec des directeurs, on va dire fondateurs, qui sont encore présents. Moi, je suis la première nouvelle directrice dans les SMAC, donc une nouvelle génération, une femme. On est 17% de femmes dans les directions de SMAC. Je lance ce petit appel au passage. Et donc, en fait, ça a remis en cause la coopération. C'est-à-dire une nouvelle personne, en fait, du coup, est venue choquer un petit peu le principe de coopération, puisqu'il n'y avait pas assez d'interconnaissance, on n'a pas eu le temps, on était en pleine pandémie, etc. Donc, on est en train de retravailler le socle de notre coopération, et cette coopération, elle passe du coup par avoir une vision de notre œuvre commune sur le territoire, et c'est pour ça que nous avons fait appel à UBIC. Merci, ce petit moment publicitaire. Donc, effectivement, ce que tu n'as pas dit peut-être, et qui est important de souligner aussi, parce que toutes les SMAC ne sont pas constituées pareil, les 4 SMAC là, de l'agglomération sont aussi les 4 des projets associatifs. Donc des associations avec un conseil d'administration bénévole, etc. Donc il y a aussi déjà un socle GR fondamentalement. Donc voilà, je vous montre un peu des résultats de ce qu'on pourrait appeler l'étude, ou en tout cas de la compilation des données qu'on a utilisées. Donc pour vous dire déjà que ça représente, vous voyez, à titre d'exemple, à peu près 200 000 personnes
annuellement, là, c'est uniquement des spectateurs dans les diffusions dans et hors les murs. Hein. Je crois qu'au total, il y a 8 festivals qui sont organisés par les 4 SMAC sur le territoire, donc ça irradie beaucoup. Et là, vous avez des chiffres aussi assez parlants, c'est sur les groupes, les projets artistiques. Donc il y a 338 projets qui ont enregistré, donc ça veut dire que les SMAC disposent aussi d'outils de création. 545 qui ont répété, 585 ont été programmés, 185 ont été accompagnés. Ce qui représente aussi un nombre assez conséquent de musiciens. Donc ça, la diffusion, évidemment, c'est une part vraiment importante. Et la diffusion, vous le verrez tout à l'heure sur une petite topographie en fait, des actions des SMAC, en fait, hors les murs, on va bien au-delà même de l'agglomération. Pour dire aussi que le travail des SMAC est loin de se concentrer dans leur propre espace. Quoi. Donc, qu'on a évoqué aussi, ce qu'a évoqué Delphine, parmi les missions, évidemment, la médiation culturelle, hein, dont l'éducation culturelle et artistique, elle occupe une bonne part, une part importante. Ce qui est intéressant dans l'agglomération, c'est aussi, j'allais dire, la localisation des 4 SMAC. Par exemple, la SMAC Le Rocher-Palmer, qui est à Senon, dans un quartier prioritaire, donc il y a de facto un public en fait, de QPV, comme on dit dans le jargon, quartier prioritaire de la ville, ce qui est un peu le cas aussi de l'Inconnu. C'est pas le cas de la Rock School Barbet, mais la Rock School Barbet est aussi, je vais dire, dans les quartiers populaires, proches de la gare, Saint-Michel, etc. Donc, si vous voulez, Mérignac est lui dans un autre espace, un petit peu en périphérie du centre, mais tout ça offre quand même, je vais dire, à toute l'agglomération et au public, hein, vraiment des espaces, des dispositifs, des lieux vraiment voilà, un peu uniques en France finalement. Hein, on ne trouve pas ça dans notre agglomération, pardon. Donc voilà, là je vous mets juste quelques exemples de dispositifs de SMAC avec des chiffres qui sont assez parlants aussi, de dispositifs de médiation culturelle de SMAC, dont celui qui est porté là par les boîtes électriques par l'Inconnu, et donc je peux peut-être dire 2 mots. Oui, je pense que en fait, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on est assez complémentaires dans les outils qu'on développe et dans les publics qu'on touche. Typiquement, Barbet va être très enclin. Ils ont un bus, par exemple, donc ils vont se balader sur le territoire. Nous, on a des boîtes électriques qui permettent aux gens qui ne savent pas du tout jouer de musique d'appréhender vraiment le son, les instruments, le rythme, le jeu en groupe. Et ce sont des modules qui vont très bien pour les enfants, mais qui vont très bien pour les personnes adultes et qui vont aussi très bien pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on développe des modules adaptés. Donc, vous voyez, on a, avec les 4 SMAC, on a vraiment des outils et des façons de faire aussi qui sont très différentes, mais qui sont tout à fait en complémentarité. Je parle de la transmission. Donc, les SMAC, elles interviennent aussi, alors, on est 2 sur les 4 à intervenir sur la transmission, donc à avoir des écoles de musique. On est sur des écoles de musique qu'on appelle rock. Alors, autant dire qu'on fait de la musique donc, actuelle, qui n'est pas forcément une musique écrite. En tout cas, il n'y a aucun préalable de solfège pour apprendre la musique. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans nos écoles de musique, dire j'ai envie de faire de la guitare, j'ai envie de faire de la basse, j'ai envie de faire du piano, et ça va être possible dès le premier coup. Voilà, c'est un peu l'idée de ça, et avec une envie, en tout cas, de travailler le collectif. C'est-à-dire que pour nous, la musique, elle est très vivante, et donc elle se pratique ensemble. Et donc l'idée, c'est d'aller très très vite sur la scène, et très vite jouer ensemble, et pouvoir partager la musique. Quoi. Donc oui, donc voilà, on a beaucoup d'élèves entre Barbet et l'Inconnu, et on coordonne également un dispositif qui s'appelle le dispositif PACAP, qui est un dispositif qui réunit des écoles de musique sur toute la métropole bordelaise, et qui permet en fait de proposer à la fois des masterclass, et alors là pour le coup on est vraiment avec toutes les écoles de musique, donc musique, les écoles on va dire rock et les écoles de musique classique, et tous ensemble on travaille sur des projets de masterclass. Donc on va travailler par exemple sur comment enseigner aux élèves qui ont des troubles 10, et donc on va travailler avec l'ensemble du corps professoral de toutes les écoles, enfin les volontaires,
voilà, essayer d'améliorer en tout cas nos pratiques à cet endroit-là. Et on fait chaque année, enfin pas chaque année du tout, tous les 3 ans, on fait un énorme PACAP Orchestra où on réunit du coup les élèves des musiques classiques et les élèves des musiques rock ensemble autour d'un projet. Donc le dernier c'était autour des musiques de film. Et donc on a 200 élèves sur scène de toute l'agglomération, en métropole. Donc voilà, en dehors de toutes ces actions, en fait, elles génèrent évidemment c'était l'objectif aussi du livrable, c'est de montrer les externalités pour le territoire. Sur le plan économique, typiquement, c'est assez frappant. C'est-à-dire que si vous accumulez les 4, on est à un niveau de quasiment de recettes propres à 4,5 millions. Ah ouais, d'accord. Ok, voilà. Donc, vous voyez, 2,5 millions, donc c'est encore une fois, c'est que l'année 2023, 2,2 millions de frais artistiques, achats de spectacles, frais d'accueil, sachant que la grande majorité des spectacles aussi qui ont lieu dans les 4 SMAC valorisent l'émergence et la découverte, essentiellement à hauteur de plus de 70%, ce sont des groupes locaux ou émergents, nationaux. Donc on est vraiment aussi, je veux dire, dans une dynamique qui bénéficie vraiment à l'émergence, à la découverte, aux talents locaux. Voilà, c'est vraiment, c'est pas une alternative, mais c'est effectivement un monde parallèle à celui des Zéniths. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes. Voilà, il y a une logique de droit culturel en tout cas qui est fondamentale. Nous, c'est ce qui est ressorti des Focus Group, notamment dans le discours des 4 SMAC, c'est vraiment là, tout le monde est aligné sur cette question fondamentale. Donc on voit que ça représente aussi quand même 70 équivalents temps plein, c'est quand même pas rien sur les 4 SMAC, 86 salariés dans 67 CDI, avec presque une parité, donc on se rapproche de ces évolutions contemporaines, et on voit que sur le côté, regardez, technicien, on est quand même à 19 000 heures, soit quasiment 1,5 million d'intermittences pour des techniciens, et 250 000 pour les artistes, sur un gros volume aussi horaire. Donc ça, je le dirais peut-être parce que moi, en termes d'expérience, évidemment, en tant que label qui a une vingtaine d'années, qui est sur l'agglo, j'ai bénéficié des dispositifs quasiment tous des 4 SMAC. Et je pense qu'on ne serait pas là. Il y a quelque chose d'intéressant. Je disais au début aussi que ces 4 SMAC, s'il y a 4 SMAC sur le territoire, c'est qu'il y a une dynamique culturelle autour des musiques actuelles propres à ce territoire. C'était une ville très rock, etc., avec une dynamique très très forte dans les années 80, avec l'indépendance, aussi, un bastion de l'indépendance, qui explique peut-être la présence des SMAC, mais qui a renforcé aussi cette dynamique-là. C'est-à-dire que si vous enlevez les SMAC du paysage, il n'y aurait pas la dynamique de musique actuelle qu'il y a aujourd'hui. Moi, si je prends l'exemple, encore une fois, de mon label, on a fait des résidences dans les 4 salles, on a produit des spectacles dans les 4 salles, on a bénéficié des dispositifs d'accompagnement que je présente ici, qui sont aussi très importants et qui ont développé au fil des années une vraie expertise d'accompagnement. C'est quand même un milieu où on a un peu lâché dans le vide. Aujourd'hui, on parle beaucoup du musicien entrepreneur. Et là, vraiment, il y a un rôle qui est fondamental dans les SMAC sur ces dispositifs. Je pense à la pépinière du Krakatoa, au 324 degrés, parce que j'écris 314. Ou la Rock School Pro. Moi, à part le 324, j'ai eu des artistes dans les 2 autres dispositifs. Donc ça aussi, c'est des dispositifs qui sont hyper fondamentaux et qui sont hyper importants pour le territoire, parce que ça permet vraiment aux artistes de se professionnaliser, de franchir des caps qui, sans ces dispositifs, seraient bien capables de le faire. Donc au-delà de ça, il y a aussi un travail de fond sur les tremplins, etc., qui joue un rôle important aussi. Les SMAC, si vous voulez, jouent un rôle de hub qui est assez fondamental en fait, pour les musiciens et leur liaison avec le milieu professionnel. Et on voit aussi, là, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées par des ateliers d'insertion professionnelle qui sont menés, là en l'occurrence au Rocher, au Krakatoa et au la Rock School. Donc voilà, donc peut-être pour terminer et montrer, alors c'est une carte qui est évidemment pas totalement vraie, alors elle est vraie sur la région, mais j'étais obligé de rétrécir parce que si c'était un 1-1, si vous voulez, c'est l'avantage des infographies, je peux faire des approximations. C'est-à-dire que les points sont vrais, mais ils sont situés dans un espace des fois un petit peu gardé par les cheveux. Vous êtes d'accord avec moi, Pau, c'est un petit peu plus bas. Mais peu importe, c'est pour montrer l'envergure, vous voyez, si on fait une topographie un peu là, des actions culturelles des SMAC, on voit bien que ça rayonne vraiment sur le territoire.
Là, j'ai listé les communes et je ne suis pas exhaustif, hein, c'est ce que j'ai fait à travers notamment les rapports auxquels j'ai pu avoir accès, mais si on regarde vraiment, en fait, c'est de l'ordre de 150-200 communes qui sont touchées par les actions des SMAC, soit sur des opérations de transmission, des opérations de médiation, des opérations de concert, etc. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce travail, je pense, et peut-être Delphine le dira ou pas, je pense, c'est de mettre en lumière des choses. Voilà, ils ont la tête dans le guidon, en fait. Hein, c'est aussi ça l'enjeu du BIC, on le répétait un peu depuis le début. C'est des acteurs qui sont tous dans leur travail, qui collaborent finalement de façon totalement, j'allais dire, informelle et naturelle. Mais ils ont besoin, et je pense les pouvoirs publics notamment, hein, parce que l'enjeu c'est aussi pour eux, j'allais dire, que les pouvoirs publics poursuivent leur soutien à ces salles, qui encore une fois, si vous les enlevez du paysage là, local des musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine, ça sera très dommageable, à mon sens, pour toute la dynamique qui est là. Voilà, a fortiori, je te laisserai conclure, mais a fortiori dans un contexte où on en discutait ce matin ensemble, de façon un peu informelle, mais la culture, on sait que c'est un UBI qui est bien placé pour le savoir. Si vous regardez tous les rapports, sont territorialisés, quoi. On est dans une dynamique, la culture, elle est sur le territoire. Et là, on voit bien que les musiques actuelles sont en proie un peu à des difficultés structurelles importantes, notamment parce qu'on voit l'invasion chez nous à Bordeaux, hein, typiquement de grands festivals financés en arrière-plan par Live Nation, ou des festivals, des grosses boîtes de prod parisiennes qui connaissent absolument pas les acteurs, qui viennent ici sans nous prévenir, sans nous dire quoi que ce soit. Hein. Je vous dis ça se passe cet été, par exemple. Au moins, il y a au moins 4 gros festivals où il n'y a eu aucune concertation avec les acteurs locaux, où ça arrive ici en masse, ça vend des billets à entre 50 et 80 euros à la place. Il n'y a aucune action pérenne derrière, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vendent leurs billets, il y a le spectacle et puis c'est fini. Et ça se démultiplie. Et autre grosse problématique à mon sens, c'est la disparition, mais dans la plupart des métropoles françaises, des salles à petite jauge, c'est-à-dire entre le... Là, si vous enlevez les SMAC, en gros, il n'y a plus que les cafés-concerts et les zéniths. Donc, où est-ce que vous situez l'émergence? Où est-ce que vous... C'est du droit culturel. Où est-ce que vous laissez les gens pouvoir créer, évoluer, développer leurs pratiques? Ce n'est juste pas possible. Donc, voilà, pour dire qu'effectivement, ce dispositif de SMAC, à mon sens, peut-être aujourd'hui plus encore qu'hier, il est fondamental à l'émancipation de la culture sur nos territoires. Je suis d'accord. Et je suis d'accord. Non, juste pour rajouter, c'est vrai qu'on est confronté dans les musiques actuelles à une très grande marchandisation de notre secteur. On n'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, nous, c'est vraiment très très fort. Et que les SMAC, on est liés par des conventions pluriannuelles d'objectifs à des partenaires publics que sont nos villes, nos départements, nos régions et la DRAC, enfin les DRAC. Et ça nous permet vraiment d'avoir une mission qui va bien au-delà du concert et juste de la diffusion d'artistes. Pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, un prix moyen pour un concert dans une SMAC, c'est 15 €. Quand dans un zénith, c'est 45 et dans une arena, c'est 85. Donc vous voyez ce que ça nous permet de faire et surtout, ça nous permet de pouvoir présenter des artistes au début ou au milieu de leur carrière et d'être vraiment en proximité avec le public et de pouvoir envisager des actions tout autour des concerts parce que l'idée, ça reste quand même d'amener les gens en tout cas les habitants, à venir rencontrer et être confrontés à l'art. Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc non, on est dans un dispositif qui est très précieux, je crois, et dont il faut prendre soin. Ah oui, c'est ça. Vas-y. Oui, et je voulais juste rajouter, et aussi, on est des lieux de vie, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre nos lieux accueillants, chaleureux, vivants. On a parfois des cafés, des bars, voilà. Il y a des enfants qui viennent faire leurs devoirs chez nous avec leurs parents pendant que leur sœur prend des cours. Enfin, voilà. Donc c'est aussi un objectif d'être des lieux très implantés sur les territoires dans lesquels on est. Et voilà, nous particulièrement en QPV, c'est ce qui nous intéresse. Oui, à bien des égards, il y a aussi une dimension quasiment, ça préfigurait finalement ce qui est devenu important, j'allais dire, dans l'environnement culturel, c'est des tiers-lieux. Ça ressemble à des tiers-lieux, une SMAC, à bien des égards. Pas toutes, elles n'ont pas toutes les mêmes configurations, mais en tout cas, c'est bien le cas. Donc là ce que vous voyez ici, typiquement, c'est le livrable. Vous voyez, donc
en gros, qui est un petit document à 5 pliés en deux, où vous voyez... C'est le livrable indélivrable. Indélivrable, Ouais. voilà. Il va être décliné en web ou en PDF. Donc voilà, donc vous voyez, ça vous montre aussi la diversité des travaux sur lesquels peuvent s'entendre des acteurs de la culture et UBIC. Et ici, effectivement, on est dans une commande assez, pas très théorique, plutôt pragmatique, mais qui n'empêche absolument pas, au contraire, de nous de bénéficier des données dont ils disposent et nous de leur faire une remontée aussi des visions informées par nos propres recherches. Donc voilà, évidemment, il y a l'environnement partenarial qui est assez décisif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous deux pour cette présentation. Effectivement, c'est un projet qui n'est pas encore finalisé. Et il y a aussi l'idée, je pense pour le coup, pour avoir travaillé avec vous sur le dossier, de recréer, tu l'as dit très bien Delphine au début, un espace de dialogue et de médiation. Moi j'aime bien voir aussi ce qu'on fait à UBI comme un espace de médiation, un espace de dialogue où il y a plein de choses qui peuvent se dire et s'entendre. Et tout à l'heure c'est toi Françoise qui parlais d'acteurs tiers, que le chercheur ne soit pas laissé seul face à une commande d'un acteur ou d'un opérateur culturel, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire en construisant à chaque fois un collectif. C'est pas juste un chercheur qui répond à une commande, mais de créer un collectif et d'essayer de co-construire et aussi de déplacer un peu vos regards, comme l'a dit David. Effectivement, à la base, les focus group, c'était pas du tout dans votre demande. On s'est tenu, voilà, on tenait vraiment à cette pratique-là parce qu'on était sûr que ça permettrait de dire des choses. Voilà, qui nous semblaient intéressantes, et je pense qu'il va y avoir plusieurs banques dans ce projet. Enfin, voilà, il va y avoir plusieurs déclinaisons, on espère, dans les mois à venir, années, qui sais-je, que sais-je. Est-ce qu'il y a des questions, réflexions? Ah oui. Du coup, ça va être plus transversal par rapport à... on a l'impression que la demande au départ, c'était surtout sur l'intelligibilité des données, c'est-à-dire qu'il y a des données disponibles, qu'est-ce qu'on peut en faire voilà. Est-ce qu'au niveau du BIC, il y a vous voyez une évolution des besoins, des structures? C'est-à-dire, j'ai bien compris l'idée, vraiment clairement, ça a l'air d'être un super dialogue, ça marche assez bien avec les partenaires dans la construction, mais est-ce que vous voyez une évolution des besoins là-dessus? Que ce soit même... est-ce qu'il y a aussi une demande plus forte, je ne sais pas, des tutelles sur des besoins de rapport ou, Je te laisserai. Bon, après, moi, je trouve qu'il y a quand même je le perçois même en tant qu'acteur des musiques actuelles, je veux dire. C'est aussi le besoin d'objectiver effectivement un certain nombre... la question de la data, elle est énorme parce qu'en fait, tout le monde a beaucoup de données. C'est une expertise, c'est un travail à proprement parler de savoir les mettre en image, de savoir les valoriser, etc. Donc il y a ça, et il y a une demande, on parlait tout à l'heure, c'est toi qui parlais tout à l'heure, je fais de l'ingénierie de recherche aussi, donc c'est la folie, on est obligé de créer des dossiers, etc. Mais en fait, tout le monde est il n'y a plus de financement de structure, il n'y a que des financements de projets. Donc tous les projets impliquent de remplir des documents. Donc typiquement, ce travail qu'on fait là, pour moi, ils peuvent extraire très simplement des données qu'on a mis, les mettre dans un dossier, et pas passer 8 ans et demi à produire un dossier pour répondre à un appel à projet. Tu vois, donc ça c'est un besoin, il me semble, qui est récurrent, c'est d'avoir des outils un peu pragmatiques pour pouvoir répondre du tac au tac et pas se repartir dans un travail d'analyse de données pour pouvoir répondre à un appel à projet, puisque tous les financements s'articulent autour de ça. Donc ça, en tout cas, c'est un truc que je perçois. Oui, et, alors moi, j'ai pas forcément tout l'historique, et là, je vais regarder Alexandre qui vient d'arriver, et François, qui ont l'historique peut-être, et peut-être que vous pourrez compléter sur cette question en disant sur l'évolution des demandes. Mais c'est vrai que la question de l'évaluation, on en a parlé. Alors là, c'est vrai que c'est très spécifique, et c'est pas la première fois qu'il y avait ce genre de demande, mais c'est assez rare ce genre de demande, et je trouve ça hyper construit. Même nous, en tant que chercheurs, c'est quand même... Alors, on ouvre une boîte de Pandore, on a l'impression il y a tout ça, en fait. Oui, il y a forcément cette fameuse demande d'impact, d'évaluation, des politiques publiques. On parlait, Cédric Brun, en introduction, rappelait
un réseau qui vient de monter ici qui s'appelle légitimation des politiques, politiques publiques, j'allais dire politique culturelle, il n'y a pas de politique culturelle. Donc voilà, ça c'est des vraies demandes, ça c'est vrai. Hein, et vous voyez aussi à l'Union, vous avez les mêmes problématiques et la posture c'est toujours de se dire comment on répond à cette demande qui est, il ne faut pas la balayer, on ne peut pas la balayer d'un revers de manche. Si on leur demande, c'est que ça répond à des injonctions structurelles, financières, des tutelles politiques, etc. Et en même temps, comment nous, on se déplace, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant en tant que chercheur, d'aller chercher, vous avez touché tant d'élèves. Enfin, voilà, si on en fait autre chose, ok, ça c'est intéressant.